Merci, Monsieur le Ministre. Avant de vous faire réagir à nos débats, à ce que vous ferez au titre de fonction de secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'aimerais tout d'abord saluer l'action que vous avez menée au titre de vos anciennes responsabilités lorsque vous occupiez les fonctions de secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État et de la simplification. Je crois pouvoir dire, au nom de mes collègues, que pour nos sociétés, la complexité et l'instabilité des normes est un handicap lourd en matière d'attractivité, et vous êtes celui sous l'impulsion duquel des mesures salutaires, je pense notamment à la déclaration sociale nominative, à la généralisation du programme « Dites-le-nous une fois », au principe de non-rétroactivité fiscale, ou encore à la règle « silence vaut d'or » ont été prises. Nous souhaitons vous en remercier. J'ajouterai plus à titre personnel que vous êtes certainement le ministre sur lequel tout le monde est d'accord. Moi qui suis un peu au MEDEF, compagnie des professions de service, au Syntec, tout le monde dit s'il y a une personne qui a fait le job, c'est Thierry Mandon. Donc encore une fois, un grand merci. Mais c'est sur un autre terrain que nous vous attendons aujourd'hui, celui de l'innovation, et notamment celui de la nécessité d'en améliorer l'écosystème. Alors sur ce terrain, vous avez une double légitimité, celle de vos actuelles responsabilités et celle de l'initiative exemplaire dont vous êtes à l'origine, de Génopole d'Evry, premier campus de biotechnologie français qui rassemble aujourd'hui 80 entreprises, 19 laboratoires de recherche académique. Nous aimerions donc, au regard de vos responsabilités et de cette expérience, que vous réagissiez à nos débats, et notre souhait est d'améliorer l'écosystème de l'innovation en intensifiant le rapprochement entre le monde de la recherche, de l'université, des entreprises, en donnant aux universités les moyens de mieux communiquer avec le monde de l'entreprise et en associant plus intimement le monde de la recherche et ses principaux acteurs, les chercheurs notamment, aux projets innovants. J'ai aussi retenu de nos débats que l'effort de mise en œuvre de cohérence des initiatives prises en matière d'innovation devait, notamment en ce qui concerne les pôles de compétitivité, être poursuivi et que le financement et la fiscalité de l'innovation, pensons notamment au CIR, dont vous êtes celui qui a permis d'en clarifier l'assiette, pouvait être amélioré. Je dois dire que je crois que c'est Gérald Carsanti qui avait porté au nom d'innovation sur le CIR un point d'attention au président en disant attention, le CIR, très bien, il faut qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit sur le long terme, mais attention, on a quand même dans certains secteurs des contrôles faits par des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est récupérer le CIR, mais je crois que, honnêtement, ça a été corrigé. Enfin, nous avons souligné combien la France devait miser sur son atout innovation pour mieux attirer des centres de recherche et aussi des centres de décision internationaux. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de m'inviter à intervenir ou plutôt à réagir d'ailleurs aux propos auxquels je viens d'assister sur finalement la réflexion que vous avez, c'est comment on booste encore ces politiques d'innovation, cette innovation dans notre pays. Et pardonnez-moi, mais comme le temps est compté et que en fait j'ai rien préparé de particulier puisque je réagis à vos propos, je prendrai un style direct qui mériterait sûrement d'être un peu sophistiqué. Je dis ça notamment à nos amis de la presse, mais je pense que c'est le type d'échange que vous apprécierez. En tout cas, je l'espère. Première idée, la stabilité. J'ai convaincu que c'est indispensable pour les décisions d'investir, qu'à d'avoir une vision à moyen terme. Le meilleur moyen de garantir la stabilité, c'est aussi la lucidité sur les dispositifs auxquels on demande d'être stable. Prenons l'exemple du crédit impôt recherche, pour lequel je suis un fervent partisan de la stabilité. Ça n'empêche pas qu'il faut regarder en face ce dispositif. Quand j'étais jeune député en 2012 à la Commission des finances, on mettait au budget 3,2 milliards d'euros pour le crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, on en met 6. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de budget dans le budget de l'État, 3 ans après, qui est doublé. Et donc, et Dieu sait s'il faut qu'il soit stable, et Dieu sait s'il faut le conserver, Dieu sait s'il est important, mais il faut en même temps pas faire des cathédrales, interroger ses efficacités, voir s'il a ici ou là des effets
contre-schumpeterien, si finalement il ne permet pas à telle ou telle entreprise de préserver une recherche qui de fait est dépassée. Il y a un double effort de stabilité et en même temps d'analyse très précise, très lucide de ce dispositif qui est un atout du pays incontestable, mais qui, pour être stabilisé, pérennisé, doit faire l'objet d'évaluations très, très précises. À moyen long terme, la volonté du président, la volonté du gouvernement, c'est de garder complètement cet outil, mais c'est aussi de vérifier qu'en permanence, il permet de remplir les objectifs qui lui ont été assignés au moment de sa création. J'aurai donc 4 mots-clés pour répondre à la question que vous avez décidé de traiter. La stabilité, c'est évoqué. Deuxièmement, la question de la fertilité. Il faut que la France soit un terrain durablement fertile pour l'innovation. Comment on fait ? Il y a un sujet qui concerne les responsabilités qui m'ont été confiées depuis peu, qui sont celles de garder, voire d'élever la qualité et l'exigence de notre système d'organisation d'enseignement supérieur de recherche, de nos universités, de nos organismes. Ça passe par un certain nombre de politiques, notamment une qui est de renforcer l'organisation de ce système. Il y a aujourd'hui 73 universités, il y a 150 établissements de grandes écoles d'ingénieurs. À l'évidence, ce morcellement qui représente des atouts, notamment de forte pénétration dans les tissus territoriaux, mérite d'être mieux organisé pour à la fois être lisible par les différents acteurs et pour être soutenable financièrement. Donc c'est le rôle d'un système qui s'appelle d'un nom un peu barbare les communes, qui est en place désormais partout en France depuis cette rentrée et qui fait que vous avez 25 pôles universitaires qui maillent tout le territoire et qui regroupent, c'est un grand progrès, et des universités et des grandes écoles, voilà, parfois des écoles d'architecture, voire même parfois des organismes de recherche. Et donc, il faut aller au bout de cet effort de structuration de notre paysage autour de 25 futurs très grands établissements universitaires et de grandes écoles qui auront la capacité de développer des plateformes, la capacité de développer des stratégies à l'international, la capacité de se doter de stratégies de recherche très, très précises et qui auront une identité. Deuxième chose, vous l'avez évoqué plusieurs fois, plusieurs d'entre vous, partenariat entreprise-université. Ce n'est pas satisfaisant et c'est en grande partie du fait de l'insuffisance des dispositifs qui permettent de construire concrètement ce partenariat. En théorie, ça a beaucoup bougé. D'ailleurs, le débat de tout à l'heure le montrait. En théorie, ça a beaucoup bougé. Il y a 10 ans, vous auriez fait ce débat. Dans la salle, tout le monde serait intervenu en disant « les universités ne veulent pas entendre parler des entreprises, elles ne veulent pas discuter avec nous, on ne sait pas ce qu'elles y font ». Franchement, la preuve, c'est dépassé. Mais il est vrai, premièrement, que nous n'avons pas trouvé les moyens d'associer le monde de l'entreprise, le monde industriel, à la gouvernance des universités. Il y a une place prévue dans les conseils d'administration des universités pour les entreprises. Généralement, au bout de la deuxième séance, les entreprises partent en courant parce qu'elles se disent qu'elles ne comprennent pas la nature des débats universitaires. Et donc, à cette structuration des rapports, du rapprochement des rapports entreprises-universités par le haut, je pense qu'il faut désormais substituer, ce sera la tâche à laquelle moi et mes équipes nous sommes consacrés pour les mois qui viennent, des coopérations concrètes. Dans quel domaine ? 1. La formation professionnelle. Les universités peuvent customiser très vite des formations courtes de très grande qualité pour les salariés et les cadres des entreprises. Et nous allons travailler à identifier une dizaine d'universités sur le territoire qui pourront se rapprocher d'entreprises que ces politiques-là intéresseraient et qui permettront de nouer d'autres types de dialogues concrets sur des programmes, sur l'établissement de programmes entre les enseignants-chercheurs et les professionnels. 2. Sur l'entrepreneuriat. Il y a un mouvement tout à fait important de développement de l'entrepreneuriat étudiant qui est en train de se produire dans de très nombreuses universités françaises. Il emprunte parfois à des démarches assez systématiques et bien construites de création d'entreprises, d'aide à la création d'entreprises, parfois à une sorte de bonne volonté généralisée sympathique, mais qui mériterait d'être professionnalisée. Je pense que sur la question de l'entrepreneuriat étudiant, qui est sûrement une des pistes clés de l'innovation, parce que l'innovation à l'étranger, c'est d'abord la création d'entreprises, et bien souvent à partir des universités. Je pense que sur ce terrain-là, nous avons là aussi, sur
les mêmes universités que celles sur lesquelles nous expérimenterons la formation professionnelle, nous avons des possibilités de nouer des rapports différents entre des entreprises existantes déjà et des futures entreprises. Troisième point, vous l'avez évoqué, ça me semble très important. Si je n'avais dû dire qu'un mot aujourd'hui, c'est celui que j'aurais prononcé, la question des docteurs. L'entreprise se rapprochera de l'université, l'université se rapprochera de l'entreprise le jour où la part des docteurs dans l'emploi scientifique privé sera plus grande. Partout dans le monde, les interlocuteurs de vos équipes de recherche sont des docteurs. Les docteurs de l'université française, qui sont des gens de grande qualité, français ou étrangers d'ailleurs, ont deux compétences irremplaçables. Un, ils connaissent mieux quiconque l'état de leur domaine scientifique. Les ingénieurs, ce n'est pas leur boulot. Un docteur, il sait exactement s'il travaille en biologie et dans tel ou tel domaine particulier, il sait exactement l'état de la science dans le monde entier. C'est donc un accélérateur de savoir pour une entreprise qui est considérable. Et deux, ils ont contact avec les équipes dans le monde qui travaillent sur des sujets assez voisins des leurs. Et aujourd'hui, l'emploi scientifique dans le pays, c'est assez simple. Il y a 60% d'emplois dans les entreprises en recherche, 40% dans le public. Un docteur qui sort de l'université, à 50%, il travaille dans le public, 25% dans l'entreprise, et 25% il disparaît dans la nature. Donc il y a un intérêt vital pour l'université qui forme des docteurs comme pour les entreprises à ce qu'ils intègrent plus largement les entreprises. Je rappelle à tous ceux ici qu'ils savent déjà que dans le crédit d'impôt recherche, si vous embauchez des docteurs qui correspondent à vos besoins bien sûr, vous avez une bonification du crédit d'impôt recherche. Enfin, toujours sur la fertilisation du terrain sur lequel la rencontre entre entreprises et université sera plus féconde et durablement féconde, il faut défendre un modèle d'approche scientifique globale. Quand on pense science, quand on pense innovation, on pense science dure. La France a un outil formidable, c'est un des plus gros potentiels de recherche en sciences humaines du monde. Or, les grands projets scientifiques seront des projets hybrides qui intégreront sciences dures et sciences humaines, capacité d'anticiper des usages, capacité de comprendre le comportement des consommateurs, capacité de comprendre le comportement des collectifs et technologies. Et cette vision systémique des progrès scientifiques, qui est une des caractéristiques du modèle français, est à préserver. Je le dis parce que bien souvent, quand on pense soutien à l'innovation, on pense soutien aux technologies dures et on laisse tomber les sciences humaines. Il faut continuer à défendre ce modèle. 3, si maintenant on ausculte précisément, travail auquel nous attachons en ce moment même, les 10 dernières années de politique de l'innovation, qui ont produit des résultats, vous l'avez encore une fois dit. Mais si on regarde de très près les choses, qu'est-ce qu'on note ? On note que, je n'ai pas amené le graphique, j'aurais pu, franchement, on n'y comprend plus rien. Vous avez des instituts Carnot, des pôles de compétitivité, des IRT, des IHU, des SAT, des dispositifs régionaux, des dispositifs départementaux, j'en oublie, pardon, pour ceux qui fréquentent ces dispositifs. Le moment est venu d'essayer de clarifier cette espèce de millefeuille et d'interroger là aussi précisément chacune des briques sur son efficacité réelle. C'est le travail que nous avons décidé d'entreprendre avec Louis Schetzer, qui est le patron du commissariat général à l'investissement, et Jean Pisani-Ferry, qui s'occupe de la commission sur la stratégie, ce qu'on appelait avant le plan dans le pays. Et probablement, nous aurons à rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus compact, un dispositif qui a produit des résultats, mais qui quand même est financé sur fonds publics, donc qui compte beaucoup d'argent. Deuxième chose, c'est lié au premier point, il faut que ce soit beaucoup plus fluide. Sont en train d'émerger, pardon là aussi d'être direct et d'essayer d'être rapide, disons les choses en positif pour nos amis de la presse. Il ne faudrait pas qu'émergent des bureaucraties de l'innovation. Il ne faudrait pas qu'entre les entreprises et les producteurs de sciences, qu'ils soient organismes ou universités, apparaissent des structures, des organisations qui se développent beaucoup et qui demandent accessoirement des financements publics et qui éloignent dans la vie concrète le laboratoire et l'entreprise. Ce qui marche, c'est quand pratiquement le chercheur ou le responsable d'équipe de recherche peut travailler avec son correspondant dans l'entreprise
Et il faut professionnaliser le système, il faut que l'organisation publique des universités professionnalise son système, mais pas au bénéfice de la croissance d'administrations qui risqueraient d'étanchéiser les rapports entre les uns et les autres. Troisième point sur lequel je veux insister, je pense que quand on a créé ces politiques publiques il y a quelques années, on s'est insuffisamment préoccupé du juste retour des résultats de l'innovation sur ceux qui l'ont nourri, c'est-à-dire les laboratoires de recherche. Et vous aviez tout à fait raison d'évoquer tout à l'heure la question de la propriété industrielle et de la propriété intellectuelle. Il y a un autre sujet qui est au moins aussi important sur la question du juste retour, c'est le modèle économique des outils qui ont aujourd'hui pour fonction de développer l'innovation dans le pays. Tous les outils que j'ai cités tout à l'heure, il y a sûrement des choses à revoir, assez rapidement d'ailleurs, pour que quand un produit nouveau sort, quand une entreprise, et tant mieux pour elle, et même c'est pour ça qu'on le fait, gagne des marchés parce que ce produit est un produit qui rencontre un succès, la question du retour et du ressourcement de la recherche publique par une partie des résultats de ces produits-là doit être mieux étudiée. C'est toutes ces analyses que nous avons décidé de mener ensemble avec Emmanuel Macron, et nous avons confié à une responsable du MIT, Mme Suzanne Berger, aidée du directeur général de Valeo, une mission courte, rapide, pour identifier les bonnes pratiques qui nous permettent de simplifier ce dispositif des politiques publiques d'innovation, de veiller au juste retour et de veiller à la fluidité des échanges entre entreprises et universités. Quatrième point, la question plus générale de la simplification. Alors là, je ne peux que partager tout ce qui a été dit, notamment dans le domaine tout à fait particulier de la santé. Même je lance un cri d'alarme sur la question de la santé, de la nécessité absolue d'accélérer les essais thérapeutiques parfois, ou la mise sur le marché de produits innovants d'autrefois. Je me rappelle d'une entreprise grenobloise que je visitais il y a peu de temps, qui développe un matériel tout à fait intéressant, très nouveau, qui permet d'améliorer les traitements d'un certain nombre de pathologies. Je ne rentre pas dans le détail. Matériel qui ferait faire des économies assez substantielles à la sécurité sociale, mais qui, pour pouvoir être mis sur le marché, demande à peu près 2 ans d'autorisation. Résultat, cette entreprise grenobloise part en Allemagne, va faire enregistrer son matériel en Allemagne, et c'est l'Allemagne qui apportera pour le coup en franchise elle d'autorisation administrative ici en France le dit matériel. Donc là, on n'est pas loin de l'absurde, et il y a beaucoup à faire pour simplifier l'environnement du paysage de l'innovation. Il y a aussi beaucoup à faire pour être beaucoup moins tatillon sur les contrôles a priori, pour être beaucoup plus exigeant, quitte à être plus sévère sur les contrôles a posteriori, parce que c'est comme ça qu'on encourage le développement. Et moi, je plaide pour un développement des contrôles a posteriori en lieu et place des contrôles a posteriori, quitte à, encore une fois, rendre les sanctions plus difficiles pour ceux qui sont déloyaux. Et enfin, je termine par une question, parce que, après tout, on a le droit de se poser des questions et de n'avoir pas la réponse à tous les problèmes, qui est une question majeure, qui se pose ici, enfin en France, qui se pose aux États-Unis à peu près dans les mêmes termes. L'innovation la plus innovante, c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. L'innovation de rupture, aux États-Unis, ces dernières années, Obama s'est posé la question il y a 3 ans, il a demandé à un professeur de la London School of Economics à Boston de réfléchir à ça. On ne sait pas comment ça naît. On ne sait pas d'où ça naît, d'où ça vient. On sait que ça naît dans des garages, ça naît en dehors des grandes administrations, des agences spécialisées pour développer l'innovation. Ça naît de nulle part. Et nous-mêmes devons mieux réfléchir à cette question. C'est sûrement ce que voulait dire Emmanuel Macron quand il parlait de culture de l'innovation, du passage de politique publique de l'innovation à une culture de l'innovation, c'est-à-dire finalement un ensemble d'attitudes qui font que ceux qui ont une conviction que leur idée est une idée géniale se sentent à même de la développer dans notre pays. De ce point de vue-là, je pense que le travail que vous avez amorcé, si j'en juge par ce que j'ai entendu, de foi renouvelée dans la capacité de notre pays à se réformer, de foi renouvelée à souligner la bonne direction, le cap, c'est très important.
il faut que... C'est très très important, il ne s'agit pas de dire que tout est parfait. D'ailleurs, après, quand on lit la suite de la phrase, on voit bien qu'on peut faire mieux encore, accélérer le rythme, amplifier l'effort. Mais il faut, plus que jamais dans les périodes que nous traversons, remettre de l'optimisme. Le seul terrain de l'innovateur, c'est le terrain de l'optimisme. C'est celui qui croit que ça peut changer, que c'est possible et que demain sera mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Ce message de l'optimisme, il ne peut pas être tenu par un gouvernement seul, il ne peut pas être tenu par des entreprises seules, c'est un mouvement vraiment de tout un pays. Je ne doute pas que vos propositions nourriront ce mouvement absolument indispensable à l'objectif que vous poursuivez. Je vous remercie.